À l'horizon 2026, le Maroc se trouve à un carrefour stratégique. Une nouvelle page de son histoire économique et politique s'apprête à être écrite. Le 23 septembre 2026, des millions de Marocains se dirigeront vers les urnes. Mais cette élection est bien plus qu'un simple exercice démocratique. Elle représente un moment de vérité, une consultation nationale sur la trajectoire future du royaume. Au cœur du débat se trouve une question fondamentale. Le Maroc doit-il opérer un changement de cap économique radical ou doit-il plutôt consolider et accélérer les stratégies qui ont déjà porté leurs fruits? C'est le dilemme entre la rupture et la continuité. Pour comprendre les enjeux, il faut d'abord se pencher sur le nouveau cadre électoral. Les règles ont été ajustées, modifiant le calcul du quotient électoral. Concrètement, cela rend plus difficile pour un seul parti d'obtenir une majorité écrasante. Cette architecture institutionnelle pousse, par dessein, les formations politiques à rechercher des alliances, à former des coalitions plus larges et, par conséquent, plus hétérogènes. Le compromis ne sera pas une option, mais une nécessité absolue pour gouverner. Cela signifie que la stabilité et la cohérence de la future politique économique dépendront de la capacité du prochain gouvernement à maintenir un consensus interne. C'est un facteur de risque, mais aussi une garantie contre les virages politiques trop brusques. Alors, qu'est-ce qui est réellement en jeu sur le plan économique? L'agenda du prochain gouvernement s'articulera autour de 3 points de pression majeurs, 3 défis interconnectés qui définiront la prospérité du pays. Premièrement, la réforme fiscale. C'est le chantier le plus structurel, la question est de savoir si le Maroc peut enfin réussir à élargir son assiette fiscale. Trop d'acteurs opèrent encore dans l'informel, créant une iniquité et un manque à gagner pour l'État. Parallèlement, il est impératif de simplifier un code fiscal souvent perçu comme complexe et dissuasif. Un système plus simple, plus juste et plus prévisible est une condition sine qua non pour libérer l'initiative privée. L'objectif final est double, générer des revenus plus stables pour l'État tout en continuant à attirer les investissements directs étrangers qui sont essentiels pour la création d'emplois et le transfert de technologies. C'est un équilibre délicat à trouver. Deuxièmement, la gestion des dépenses publiques. Le Maroc s'est engagé dans une expansion ambitieuse de son État-providence, avec la généralisation de la couverture sociale. Ces grands programmes sociaux sont vitaux, mais ils ont un coût significatif. À cela s'ajoutent les subventions sur certains produits de base, un outil de paix sociale, mais une charge budgétaire lourde, et les incitations à l'investissement, nécessaires pour rester compétitif. La grande question est, qui paie la facture? Et à quel rythme ces dépenses peuvent-elles générer un retour sur investissement tangible pour l'économie? Troisièmement, le climat social. C'est le test ultime de la pertinence de toute politique économique. L'inflation a certes ralenti depuis les pics post-pandémie, mais le coût de la vie reste une préoccupation majeure pour les ménages. La croissance des salaires peine à suivre, et le chômage des jeunes, en particulier des diplômés, demeure un défi structurel. Le prochain gouvernement devra apporter des réponses concrètes pour éviter que le mécontentement social ne vienne saper la stabilité macroéconomique. Enfin, les disparités régionales profondes entre le Maroc utile des côtes et l'intérieur du pays mettront à l'épreuve la cohésion de tout nouveau cabinet et sa capacité à assurer un développement inclusif. Face à ce tableau complexe, que pensent les observateurs externes, ceux qui votent avec leurs capitaux? Les agences de notation et les investisseurs internationaux scrutent la situation avec attention. Leur perception actuelle est largement positive. Ils considèrent le Maroc comme un pôle de stabilité politique dans une région volatile, doté d'institutions solides qui garantissent une certaine prévisibilité des politiques, quel que soit le gouvernement en place. Les récentes améliorations des perspectives de notation du Maroc n'étaient pas un hasard. Elles reposaient sur des réalisations concrètes, une dynamique d'investissement dans les infrastructures de classe mondiale, des objectifs clairs de consolidation budgétaire et une stratégie visionnaire de diversification énergétique. Mais cette confiance n'est pas un chèque en blanc. Les agences surveillent de très près les déficits jumeaux, budgétaires et courants. Elles analysent la trajectoire de la dette publique qui a augmenté ces dernières années pour financer la réponse à la crise et les investissements. Surtout, elles s'interrogent sur la durabilité des réformes. Une annonce est une chose, une mise en œuvre réussie et pérenne en est une autre. Les investisseurs veulent savoir si les réformes survivront aux cycles électoraux et aux gros titres des journaux. Cela nous amène à 2 scénarios principaux pour l'après 2026. 2 philosophies qui pourraient émerger des urnes. Le premier scénario est celui de la continuité.
Une coalition de centre-droit ou technocratique émerge, favorisant le gradualisme et la stabilité macroéconomique. L'accent est mis sur la consolidation des acquis. Dans ce cas, attendez-vous à une modernisation fiscale constante mais prudente, à des budgets rigoureusement disciplinés pour respecter les cibles de déficit et à une accélération visible des projets phares déjà lancés. Les extensions des mégaports de Nador West Med et Tanger Med, consolidant le rôle du Maroc comme hub logistique global, seraient prioritaires. Le développement des pôles d'hydrogène vert ainsi que l'expansion de l'éolien et du solaire se poursuivrait à un rythme soutenu, avec potentiellement des décisions plus rapides sur l'importation de gaz naturel liquéfié pour sécuriser la transition. Pour les Marocains résidant à l'étranger, ce scénario verrait une intensification des politiques visant à mieux capter leur potentiel, réduction des coûts des transferts de fonds, simplification drastique des permis d'investissement et peut-être le lancement d'obligations de la diaspora bonds, pour financer des projets spécifiques. La réaction des marchés à ce scénario serait probablement très favorable, se traduisant par des primes de risque plus faibles et un coût d'emprunt réduit pour l'État et les entreprises marocaines. Le second scénario est celui de la rupture. Une coalition plus orientée à gauche ou populiste prend le pouvoir, avec un mandat pour une redistribution plus rapide des richesses et une réponse plus immédiate aux pressions sociales. Ici, on assisterait à une augmentation significative des dépenses sociales, financées potentiellement par une fiscalité plus agressive sur les grandes entreprises et les hauts revenus. Des contrôles des prix plus stricts sur les biens de première nécessité pourraient être instaurés. On pourrait également voir une pause, voire une révision en profondeur, des concessions et des partenariats publics-privés, PPP, existants, notamment dans les secteurs de l'énergie et des services. Le risque est que les délais des grands projets portuaires et énergétiques glissent, le temps que les nouveaux contrats soient négociés et validés, créant une période d'incertitude. Si les déficits budgétaires se creusent sans un plan de revenus crédible pour les combler, la confiance des marchés pourrait s'éroder. Les agences de notation deviendraient non plus prudentes, ce qui ferait mécaniquement grimper les coûts d'emprunt du pays. Cependant, ce scénario n'est pas nécessairement négatif. Si l'État démontre une capacité d'exécution impeccable, des processus d'approvisionnement propres, des délais de renégociation transparents et rapides, la confiance des investisseurs pourrait être maintenue, voire renforcée, par une meilleure acceptation sociale des projets. Mon interprétation personnelle ? Le centre de gravité politique et institutionnel du Maroc penche historiquement vers une continuité gérée. Le système est conçu pour favoriser les ajustements et les évolutions, pas les chocs brutaux. Le véritable pivot de la prochaine décennie ne sera pas un choix idéologique entre la gauche et la droite. Le véritable enjeu, c'est l'exécution. La capacité de l'État et de ses partenaires à livrer les projets promis, de manière efficace et transparente. Le succès se mesurera à la capacité du gouvernement à respecter les délais pour les ports et l'énergie, à réduire les risques bureaucratiques pour le capital privé, et à rendre les dépenses sociales mesurables et efficaces grâce à des indicateurs de performance clairs. Le 23 septembre n'est donc pas seulement un vote, c'est un signal puissant envoyé aux marchés internationaux, aux partenaires stratégiques et surtout aux Marocains du monde entier sur la prévisibilité et la dynamique du royaume pour la prochaine décennie. Personnellement, je suivrai avec une attention particulière les calculs de la coalition dans les jours qui suivront le scrutin, et surtout, les arbitrages du premier projet de loi de finances. Ce sont les actions des 100 premiers jours qui donneront le ton. C'est à ce moment-là que le discours politique laissera place à la réalité économique. C'est là que l'histoire deviendra réelle.